Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, je réponds à vos questions sur le podcast, déjà 6 épisodes. J'ai eu beaucoup de questions et j'en ai sélectionné certaines, donc là je vais vous répondre. Voyons ce que cela vous inspire. Salut Carole, Alexandre Zermati, donc moi je suis manager d'équipe. Je voulais juste te féliciter parce que je trouve que le storytelling qui est fait dans ton podcast est très intéressant, donc bravo parce que je sais que c'est pas facile. Je suis manager d'équipe mais je tiens aussi un podcast, comme tu le sais très bien. Voilà, ma question elle est simple, c'est qu'est-ce que tu penses qu'il va rester en termes d'habitude de travail, habitude d'organisation suite à ce confinement? Voilà, qu'est-ce qui va rester en 2021, 2022 et les années suivantes de tout ce qu'on vit en ce moment par rapport au confinement? Merci et bon courage. Merci Alexandre. Donc c'est vrai, on se connaît, j'ai même été interviewée dans ton podcast ASAP sur l'innovation suite à la sortie de mon livre en janvier sur Innover en pratique pour les DG de PME qui est sorti chez Erol. Je laisserai un lien en bas du podcast si vous voulez l'écouter. En tout cas, oui, cette question simple, réponse difficile. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que j'entends chez les chefs d'entreprise que j'interviewe, c'est l'envie de faire perdurer les bonnes pratiques, notamment tout ce qui est télétravail, l'envie de laisser plus de liberté, l'envie de continuer à faire confiance, et puis de chercher aussi dans ces moments d'épreuve des nouvelles offres, du digital. On voit avec Neoness qui a déjà imaginé son océan bleu, qui va développer une nouvelle offre sur le digital dont on pourra parler plus tard dans l'année. Là, c'est encore top secret. J'ai échangé aussi avec Xavier pour l'épisode de la semaine prochaine où eux ont développé d'autres techniques de marketing. Ça, on en parlera la semaine prochaine. Donc, je pense que ce qui va rester, c'est pour les entreprises qui ont fait confiance, cette confiance, elle va rester. Cette souplesse de télétravail, elle va rester. Et ça va peut-être alimenter, pour ces entreprises qui sont déjà agiles et innovantes, encore plus de recherche sur des nouvelles façons de faire du business finalement. En revanche, ça va aussi polariser les actions. Donc les entreprises qui sont nombreuses, notamment aux États-Unis, à avoir acheté des logiciels de surveillance des salariés à distance, on prend votre écran en photo toutes les 5 secondes, on calcule combien de mails vous employez, des pratiques qui existaient déjà avant le confinement, mais qui sont accentuées. On va avoir une polarisation en fait des modes de travail, et plus généralement, on va avoir une polarisation de tout. Les modes de travail, l'économie, tout ce qui allait bien va aller encore mieux, et tout ce qui allait mal sera encore plus compliqué, à moins d'une volonté politique forte, mais ça c'est un autre débat. Bonjour, je m'appelle Amaury et je travaille aux États-Unis pour une ONG environnementale. J'adore ton podcast que je suis sur YouTube, qualité vraiment excellente et les images sont super aussi. Mon organisation réfléchit à améliorer notre propre podcast et je me demandais quels outils tu utilises pour enregistrer, monter et diffuser tes épisodes. Merci. Merci Amaury. Super question. Effectivement, la question du matériel, c'est vraiment essentiel. Donc moi, pour tout ce qui est enregistrement, comme on est en confinement, j'ai utilisé mon smartphone pour les 6 premiers épisodes, avec l'enregistreur de smartphone. Donc la qualité, ça varie un peu en fonction des conversations téléphoniques, des connexions, de la journée. Moi, je suis chez Free, donc peut-être ça joue parfois. Et puis aussi de la connexion en face. Donc j'ai certains podcasts qui sont plus clairs que d'autres. Pour le prochain épisode avec Xavier, j'ai testé Zencastr, qui est un outil de podcast en ligne qui est gratuit en ce moment. Donc on verra ce que ça donne. Pour tout ce qui est montage, moi j'adore la vidéo, donc il y a plusieurs vidéos YouTube d'ailleurs sur l'innovation à ce sujet. Donc j'avais déjà un outil personnel qui s'appelle Magix Deluxe ou Vidéo Deluxe, donc j'utilise ça. C'est très bien. Pour mon niveau, c'est très très bien même. On peut travailler l'audio comme la vidéo, ça me permet de faire les vidéos YouTube rapidement. Même je vais m'autonomiser bientôt, je pourrais aussi faire les petites vignettes qui sont faites automatiquement par des outils pour montrer le son là. Donc ça c'est assez simple une fois qu'on maîtrise ces compétences là. Pour le mix, moi j'utilise Auphonic, donc c'est un outil en ligne qui fait un mix automatique pour le mettre au bon niveau de volume, faire d'égaliser quoi, faire des choses que moi je ne sais pas faire. S'agissant de la diffusion, on peut utiliser des plateformes comme Ocha,
qui le font pour vous et qui vous payent un abonnement. C'est ce que fait Alexandre sur son podcast ASAP, et je vous laisserai un lien en bas du podcast pour cet outil-là et puis les autres, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais moi, j'ai voulu m'autonomiser, donc j'ai un site internet sur Webflow, sur lequel j'ai fait ma page pour le podcast, qui est très bien. Et puis j'ai un autre site internet pour ma boîte qui s'appelle lab2034.com. Et là, c'est avec Squarespace. Et donc Squarespace, c'est un CMS qui permet de faire des podcasts. Donc c'est très simple. Je crée un blog de podcast. Chaque épisode, je crée un nouveau post de blog. Et puis ça diffuse dans les plateformes iTunes, Spotify. J'ai été contactée par Deezer pour le mettre sur Deezer aussi. Donc une fois qu'on a un flux RSS, c'est très simple. Et puis pour YouTube, je fais la vidéo et je l'upload. Voilà pour les outils. Bonjour Carole, moi je m'appelle Grégory, je travaille dans le marketing et la communication. J'aime beaucoup ton podcast et j'ai relevé que tu parlais assez souvent en fait de l'énéagramme dans ton podcast. Alors pourquoi tu as choisi d'en parler systématiquement ? Merci Grégory, c'est une question intéressante parce que en fait je m'aperçois que souvent quand on écoute les podcasts où on a des DG qui parlent ou des personnes inspirantes, c'est très lisse et on peut même s'ennuyer tellement tout a l'air parfait et on voit pas trop la personne derrière la fonction, et c'est souvent très codifié. Donc moi en posant ces questions d'énéagramme mais aussi de signes astro et puis de MBTI qui sont MBTI et énéagramme des tests de personnalité, et signes astro, tout le monde connaît, c'est un autre monde, mais ce sont aussi des grilles de lecture en fait sur notre propre personnalité. Et donc en posant ces questions-là, j'espère déclencher chez mes interlocuteurs et interlocutrices une réaction, essayer de voir un peu derrière cette image lisse qu'on donne et on se sent obligé de donner, trouver un peu plus d'authenticité et créer quelque chose de plus vrai en quelque sorte, plus humain, peut-être déceler la vulnérabilité, les hésitations, de chercher finalement plus d'émotionnel, plus de personnel, sans pour autant le provoquer. Je respecte toujours les limites des personnes en face. S'agissant de l'énéagramme plus particulièrement, donc c'est un test de 9 personnalités qui est très utilisé aux États-Unis, surtout dans des entreprises assez modernes, pour que les gens puissent finalement mieux se comprendre et mieux communiquer entre elles. C'est vrai que moi j'ai été manager et si j'avais eu cet outil-là, je l'aurais vraiment utilisé. J'ai formé mes équipes et moi-même à la CNV, par exemple, à la communication non violente. C'était hyper utile. Mais ces tests de personnalité, ça vaut ils valent ce qu'ils valent. Je dis pas que c'est la vérité, mais en revanche, voilà, pour moi, c'est une porte d'entrée pour parler de choses plus authentiques. Salut Carole, ici c'est Mise Agilopathe. Je t'appelle parce que j'ai écouté tes podcasts et je suis juste impressionnée par la capacité de résilience des entreprises que tu rencontres, que tu interviewes. Et je me demandais, et où est-ce que tu vas les trouver ? Merci Mise pour cette question. Où est-ce que je vais les trouver ? Alors moi j'ai un vivier assez significatif d'entreprises pour 3 raisons. La première, c'est que ça fait un moment que je travaille, donc j'ai côtoyé beaucoup de monde et j'ai créé des affinités avec des chefs d'entreprise, avec des amis qui ont des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est ma première raison. La deuxième, c'est mon livre, le guide pratique que j'ai écrit pour innover en pratique chez Erol, qui permet de mener et réussir une démarche d'innovation en entreprise, qui était plutôt axée vers les DG de PME. Donc sur l'année dernière, tout 2019, j'ai beaucoup chassé pour trouver des DG de PME. Et mon livre, j'ai la moitié de femmes aussi dans les DG. J'ai pris beaucoup de temps pour sourcer et identifier des personnes qui innovaient. Et c'est peut-être ça qui explique aussi la résilience, mais j'y reviendrai après. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, j'ai fait Sciences Po à HEC. Et notamment à HEC, j'ai pas mal d'amis, de connaissances qui ont monté leur boîte après. Donc je suis pas mal dans ce réseau-là et j'ai aussi beaucoup trouvé de personnes dans ce réseau-là ou qui avaient des amis dans ce réseau-là. Donc ça, ce sont les 3 raisons. Réseau personnel construit au cours de toutes ces années avec des personnes que j'apprécie. Deuxième raison, le livre qui m'a permis d'échanger avec beaucoup de DG. Et troisième raison, HEC, notamment HEC au féminin. Moi, j'ai été lauréate Changemaker il y a 2 ans sur un prix trajectoire d'HEC au féminin. C'est vraiment une super asso, très très dynamique, et j'ai aussi identifié pas mal de femmes DG dans cet asso. Un vrai plaisir de les identifier.
et d'échanger avec elles. Après, sur la partie résilience que tu mentionnes et que je trouve hyper intéressante, c'est vrai qu'au début, moi, je suis partie un peu la fleur au fusil pour interviewer les gens que j'aimais bien, en fait. Pour l'instant, c'est que des gens que je connais, que j'aime bien, dont j'apprécie l'éthique au travail. Je sais que ce sont des personnes qui font de leur mieux, qui ont... Voilà. Et donc, c'est pour ça que je les ai choisis. Au début, j'ai écrit un mail un peu à un petit panel que j'avais choisi et j'ai eu plusieurs réponses d'hommes. Tous étaient partants. J'ai eu aucune réponse de femme partante parmi le panel. Donc, j'ai fait 3 épisodes avec, avec les hommes qui s'étaient portés candidats. Puis après, je me suis dit, ah, quand même, il faudrait que j'ai des femmes. Donc, j'ai fait un effort. Là, j'ai 3 femmes. Et là, je vais essayer de faire une femme, un homme, pour qu'il y ait une représentativité et puis des paroles inspirantes. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à une journée d'inspiration de Veuve Clicquot, qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et qui nous disait il n'y avait pas assez de rôle modèle en fait féminin. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à en trouver. Donc, parmi les personnes que je choisis d'interviewer, j'essaie d'interviewer un maximum de femmes aussi, parce qu'elles existent, elles font des choses incroyables. Et au même titre que les hommes, j'avais envie de leur donner la parole. Mais bon, c'est facilement 5 fois plus de travail de trouver des femmes disponibles. Je remercie celles qui ont déjà participé et celles qui participeront. Sur l'aspect résilience, donc comme je disais, moi je suis partie un peu la fleur au fusil, en me disant bon, je vais les interviewer, ces personnes que je connais, que j'admire, que j'apprécie, qui souvent sont innovantes d'ailleurs, puisque je les ai interviewées pour mon livre. Et là, j'ai remarqué des points communs en fait. Effectivement, elles sont résilientes, elles ont déjà des cultures collaboratives, elles sont à l'aise avec le digital, sont des entreprises qui ont déjà mis en place une culture de la confiance globalement, qui sont toujours dans s'adapter au monde, vivre. Voilà, elles ont pris le train du 21e siècle. Et je pense que ça explique. Je me demande même si je vais pas. Je pense qu'on peut même limite faire une checklist, un peu, une liste de tous les points que les entreprises rencontrent. Après, je serais ravie d'interviewer des entreprises où c'est plus difficile. Et d'ailleurs, quand j'avais interviewé Jean-Marc Neveu, qui est DG d'une usine de plasturgie, même de 2 usines, je pensais que ça allait être plus difficile, mais non, tout va bien. Je l'ai même réinterviewé la semaine dernière pour vous prendre des nouvelles. Donc, on s'est plutôt appelé qu'interviewé. Et c'est difficile, hein, c'est sur la durée, mais il fait plein de choses. Il a fait des masques pour les hôpitaux. Enfin, tous ses employés sont toujours présents à l'usine, tout le monde travaille, personne n'est malade. Ouais, il y a des points communs dans ces entreprises qui sont résilientes et je pense que c'est à creuser sur la durée. Et en même temps, j'ai envie aussi, après le confinement, de faire des épisodes 2 où on pourra suivre un peu ce qu'ont fait les entrepreneurs, les DG là, voir comment ça se passe après cette période que l'on traverse. Bonjour Carole, je suis Jérôme, je suis coach et accompagnant de transformation. J'ai beaucoup peuplé tes podcasts et je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous la recette ou la méthode qui a permis à ces entrepreneurs de traverser l'épreuve et quelles qualités ils ont pu mettre en œuvre. Merci Jérôme. Quelle est la recette quelles sont les qualités dont font preuve les DG que j'ai pu interviewer? C'est certain que je parlais de résilience un peu plus tôt et c'est une qualité. Maintenant, c'est aussi un terme un peu galvaudé à bien des égards. Donc, si je devais répondre plus précisément à la recette, je pense que moi, je verrais 5 ingrédients. Le premier, c'est le digital. Donc, si des entreprises ont déjà l'habitude des outils digitaux, que ce soit des Google, des Teams, même si je suis pas fan de Microsoft, des outils comme Slack, des outils comme Trello, enfin ça c'est déjà un plus, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, l'habitude de travail collaboratif. Donc on peut avoir les outils mais sans la culture. Donc si on a l'habitude voilà, d'échanger, de co-construire ensemble, d'être dans des relations assez horizontales, ça c'est important, donc tout ce qui est travail collaboratif. Ensuite, le troisième ingrédient qui me semble essentiel, c'est une culture de la confiance. Alors c'est un peu la tarte à la crème, mais on voit la différence entre les entreprises qui font confiance et celles qui ne le font pas, et le niveau d'engagement que ça entraîne chez les équipes. Moi, j'ai eu la chance de manager des chefs de projet hyper investis, où je leur laissais un maximum d'autonomie tout en étant présente, dans une posture plus de promotion de coach. Moi, j'ai vu la puissance de la confiance
Et c'est vrai que quand on fait confiance, il y a toujours des gens qui vont en abuser, mais même si on fait pas confiance, ils en abuseront quand même. Donc autant, autant accorder ça. Et dans les entreprises que j'ai interviewées, j'ai vu ça. J'ai vu cet ingrédient-là de la confiance, qui pour moi est aussi à la racine de tout. Ça va au-delà de la recette. Quatrième ingrédient, la solidité du business model. Si on a un bon business model, qu'on répond à un vrai problème, donc ou qu'on propose voilà une offre qui tient la route sur la durée, on est quand même mieux outillé pour faire face à la crise. Je pense à j'ai parlé de Jean-Marc Neveu, de son usine de plasturgie, il y a toujours besoin de plastique. C'est très terre à terre, mais c'est essentiel. Je pense à Néonès sur les salles de sport. Là, elles sont fermées, mais il y a toujours ce besoin qui existe et donc il y a toute l'application digitale. Je pense au sens de la ville sur l'urbanisme. On a toujours besoin d'avoir des études sur ces sujets-là. Je pense aux ateliers durables avec Benjamin, où l'important c'est d'améliorer le bien-être des salariés et qu'on a bâti un bon business model de formation, qu'elle soit en ligne ou à distance, ça reste valide. Je pense à Julien de Cosmos qui fait des animations d'ateliers, du brainstorming, du design sprint, plus précisément sur des nouveaux produits, des nouveaux services. Ça a du sens. Voilà, ce sont à la fois des business models qui sont solides, qui répondent à des besoins actuels, à des problèmes si on veut prendre la terminologie actuelle. Donc ça, c'est quand même une solidité. Et le cinquième ingrédient, c'est le sens qu'on donne à son travail. Donc aujourd'hui, ça s'appelle raison d'être. C'est un peu finalement le recto verso du business model. Pour moi, en fait, c'est une mission qui devrait avoir une entreprise et pas une entreprise qui devrait avoir une mission. Et faire de la rétro-ingénierie sur trouver des raisons d'être à des entreprises qui n'en ont pas et dont les dirigeants n'en veulent pas, ça n'a pas de sens. Mais je trouve que les entreprises qui savent pourquoi elles sont là, donc avec des DG qui incarnent un peu cette vision. Par exemple, on a Schema qui a un magasin, un concepteur vegan, elle sait pourquoi elle est là, elle a des convictions avec son cofondateur, ils sont là, là ils ont dû fermer, mais ils préparent la suite, donc notamment une marketplace, parce que ils ont les ingrédients d'avant. Donc quand on sait pourquoi on est là, notre raison d'être, et je ne parle pas des valeurs que je trouve un champ de travail assez bullshit en fait, qui n'a pas de sens finalement. En revanche, la raison d'être, le travail sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, et c'est sans angélisme évidemment, il faut faire du business, gagner de l'argent, payer ses salariés, créer de la valeur. Mais non voilà, donc là, le cinquième ingrédient c'est ça, c'est pourquoi on est là, un peu sa colonne vertébrale. Est-ce que c'est une mission qui a une entreprise ou une entreprise qui a une mission. Moi je pense que c'est un ingrédient important. Donc voilà pour les ingrédients. Digital, collaboratif, confiance, business model et raison d'être. Après, pour la recette en elle-même, ça c'est chacun le fait un peu à sa sauce, à la sauce PME ou TPE ou ETI. Donc ça, je pense que ça c'est la patte du dirigeant. Mais je réfléchirai si on peut pas faire une vraie recette pour plus tard. Question difficile que m'a posée Jérôme et j'ai voulu aussi répondre à une seconde question qu'il a envoyée et qui me semblait aussi pertinente. Est-ce que sur le fond, les entrepreneurs que tu as rencontrés ont eu des grosses difficultés à réagir ou au contraire l'agilité fait partie de leur mode de fonctionnement naturel ? J'aime bien cette question parce qu'elle aborde les choses différemment de la précédente et elle parle d'agilité. Donc pareil, agilité c'est comme innovation ou digital, c'est un mot à la mode, qu'il est encore plus. Moi l'été dernier quand j'ai écrit mon livre, j'ai passé aussi le certificat de Scrum Master. J'ai failli faire Product Owner mais j'étais dans la lancée puis j'avais mon livre à finir quand même. Donc je connais bien tous ces sujets d'agilité, je les ai pratiqués. Ça fait référence à des méthodes de développement informatique qui sont finalement plus dans l'horizontalité, la confiance, qui reprennent les ingrédients que je viens de donner pour expliquer pourquoi les entreprises que j'interviewe semblent mieux s'en sortir que d'autres, en tout cas traversent cette épreuve au mieux. Donc j'ai eu la chance l'année dernière de participer à un forum Open Agile, donc un grand forum ouvert de 3 jours dans les Cévennes avec que des développeurs, des coachs agiles. Ça m'a donné une vision un peu du monde du travail qu'on pourrait complètement renouveler. Moi, j'avais adoré lire Liberté et compagnie d'Isaac Gates. Il y a plusieurs années, j'avais même inscrit des citations dans mon bureau, sur mon panneau, pour encourager
à une prise de risque, à un apprentissage, à une grande autonomie. Bon, c'est difficile d'avoir un îlot comme ça dans une structure plus traditionnelle, on va dire. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce qu'est agilité, oui, évidemment, elles sont agiles. Après, elles sont pas toutes structurées avec des méthodes agiles. Xavier, que j'ai interviewé aujourd'hui aussi pour l'épisode de la semaine prochaine, lui, il a mis en place les méthodes d'agilité dans les formes, même avec des outils dédiés à l'agile. Donc, toutes les entreprises que j'ai interviewées ne sont pas agiles au sens premier de l'agilité, dans les méthodes de travail, les principes agiles, les méthodologies. En revanche, elles ont toutes cette mentalité un peu qu'ont les développeurs et que j'adore, que j'avais mis dans mon laboratoire d'innovation quand j'en avais créé un, qui était chouette, un problème. Donc il y a quand même ce truc de c'est dur, mais je vais trouver des solutions, on va trouver des solutions. Il y a ce côté, mais je pense qui est propre à beaucoup de chefs d'entreprise. Voilà, on se lance pas dans la création d'un business si on n'a pas un peu ça, d'aimer les défis. Après on y répond avec sa personnalité, avec son bagage, avec tout ce qu'on nous donne et tout ce qu'on trouve. Mais il y a cette mentalité agile, ça c'est sûr. Bonjour Carole, moi c'est Marion. Alors ce que j'ai particulièrement apprécié dans ton podcast, c'est que tu n'hésites pas aussi à parler des difficultés administratives qu'ont les entreprises pour obtenir des aides en fait, parce que tout n'est pas facile. Et je voulais savoir ce qui t'avait motivé à faire ce podcast. Voilà. Merci Marion pour cette question, c'est la dernière à laquelle je vais répondre. Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est vraiment intéressant. En fait, moi j'adore les coulisses. Quand j'étais à Sciences Po, je garde un souvenir assez émerveillé d'un cours que j'avais avec Philippe Meyer sur la ville, sur Paris, je crois que c'était ça le thème. En tout cas, je me souviens qu'on avait passé 24 heures en binôme dans des casernes de pompiers à Paris. Moi j'étais dans le 17e, j'étais allée avec les pompiers décalés comme on dit. On avait commencé le matin du samedi vers 10h. Et on passait toute la journée avec eux, la nuit, on s'était retrouvés à 5h du matin avec les autres élèves qui étaient dans d'autres casernes. C'était vraiment génial, j'étais sur les Champs-Élysées avec les pompiers, voir quelqu'un qui s'était fait mal à la tête au Lido, une autre personne qui avait eu un accident de voiture mais pas grave, une jeune femme qui avait été frappée par son conjoint. Enfin, c'était du lourd et en même temps c'était exaltant d'être là. Et du coup, ce goût des coulisses, de comprendre, c'est aussi dû à une curiosité que j'ai. J'ai toujours discuté, découvrir des personnes, découvrir des modes de travail. Voilà, ça peut aller d'aller voir les coulisses d'un opéra à me glisser dans une salle de cinéma privée de MGM à New York quand je suis en stage pour parler aux projectionnistes. J'ai toujours ça, cette soif de la découverte. Et je pense que ça, c'est mon premier élan, c'est de me dire, tiens, je vais pouvoir avoir des conversations différentes et comprendre comment ça se passe. Et l'autre élément, c'est aussi que j'ai envie de me rendre utile. Et en faisant ce podcast, je pense que c'est bien, à double titre. D'une part, je donne la parole à des personnes qui n'ont pas forcément, en tout cas dans les médias, ce sont pas les gens les plus connus et c'est volontaire. Je veux pas aller vers une forme de facilité ou à toujours interviewer les mêmes personnes. Et d'autre part, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elles ont raconté, quoi. Qu'on parle d'une usine de plasturgie dans la Vienne, Néonès qui est présent dans toute la France, en passant par un concepteur vegan. Tout ça, voilà, ça reflète un peu mes centres d'intérêt qui sont très, très variés. Et c'est ça, j'ai envie de me rendre utile, de donner des exemples inspirants pour d'autres chefs d'entreprise. J'ai beaucoup de DG, de TPE, PME, ETI qui écoutent le podcast. Et je pense que c'est vraiment utile de pouvoir écouter des choses réelles et pas juste des paroles d'experts qui nous disent comment faire. Là, on voit des gens qui le font vraiment. Et j'essaie d'avoir un maximum de retours d'expérience pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolestromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.